sommes de retour dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et désormais il est l'heure de retrouver, comme convenu, monsieur Jean-Marie Seroni. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci monsieur Seroni d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ingénieur agronome et expert comptable, vous êtes consultant agroéconomiste chez SAS Champs d'Avenir et vous êtes également écrivain puisque votre dernier livre 2041, l'Odyssée paysanne aux éditions France Agricole, se lit et se propose toujours. Du coup, monsieur, alors je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Ce matin, on va faire, d'abord dans un premier temps, on va revenir sur le rapport de la Cour des comptes qui, quand on le lit, eh bien, stigmatise l'élevage bovin, les agriculteurs spécialisés dans l'élevage bovin, puisqu'en fait, mais quand on lit un petit peu autour les commentaires, on a quand même l'impression qu'il y a eu un grand mouvement de constatation face à ce rapport, parce qu'en fait, en réalité, on peut considérer que les activités agricoles contribuent clairement à la transition écologique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr, les activités agricoles contribuent à la... et même sont très, très importantes, sont indispensables sur les questions climatiques et notamment de captation du carbone, puisque c'est la seule façon aujourd'hui que l'on ait de capter le carbone. Et ce qui est surprenant, c'est que ce rapport de la Cour des comptes a été, je crois, extrêmement mal interprété. On a dit, il stigmatise l'élevage et il demande une réduction de l'élevage. Et pourquoi les magistrats de la Cour des comptes, de quoi ils se mêlent? C'est pas leur métier. En fait, quand on lit ce rapport, et j'invite les gens à le lire, il est extrêmement, notamment les gens qui sont spécialisés sur la question agricole, il est extrêmement intéressant ce rapport. Parce que d'une part, les magistrats font vraiment leur métier, c'est-à-dire qu'ils regardent l'efficacité des fonds publics et l'efficacité économique de l'élevage français, élevage bovin, et élevage bovin viande et bovin lait. Et en gros, il dit, c'est un secteur qui est en difficulté, c'est un secteur qui est important, il le souligne, et ils disent, c'est un secteur qui consomme beaucoup de fonds publics, puisque les soutiens publics, c'est un peu plus de 4 milliards d'euros, et ils sont très critiques sur l'efficacité de l'État dans l'utilisation de ces fonds. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ils ne disent absolument pas qu'il faut réduire l'élevage, c'est pas du tout leur préconisation, contrairement à ce qui est dit. Ils disent, et je trouve que c'est presque encore plus grave, ils disent, le ministère de l'Agriculture, dans ses prévisions, dans la stratégie bas carbone, a prévu une baisse importante du cheptel bovin. Mais il ne le dit pas. Et donc il dit au ministère de l'Agriculture, dites clairement le chemin sur lequel vous êtes, et dites, ce que vous ne dites pas, dites comment vous allez le piloter. Et je vais essayer de retrouver, ce que je n'ai pas sous les yeux, mais la formule exacte qu'emploie le rapport, et qui est une critique très vive du ministère de l'Agriculture, absolument pas d'élevage, qui est de dire, en gros, voilà, le ministère doit piloter la réduction du cheptel, non pas que la Cour prévoit, mais que le ministère prévoit sans le dire. C'est là qu'est le vrai problème. Donc ça veut dire quoi? Ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, c'est le ministère de l'Agriculture qui, lui, pourtant au contact des agriculteurs, estime qu'il faut baisser le nombre de têtes élevées en France. Voilà. Et en gros, le ministère dit implicitement, on va vers une réduction du cheptel, on ne le dit pas, parce que c'est en train de se faire tout seul. Est-ce que c'est le cas? Et la Cour des comptes dit, ben non. Ouais. Même si ça peut se faire tout seul, il faut l'orienter. Il y a des régions, et la Cour le dit, il y a des régions d'élevage, de prairies, où, sauf à aller brouter nous-mêmes les prairies, il faut qu'il y ait des ruminants dessus. Donc il faut qu'on l'organise. Et il y a peut-être des régions sur lesquelles il n'y a pas forcément besoin, où on peut faire autre chose que les prairies, faisons autre chose. Mais dans les régions où il n'y a que les prairies qui sont possibles, laissons les prairies. Et par ailleurs, on a aussi besoin de l'élevage, notamment pour fertiliser les cultures de plus en plus, pour utiliser moins de chimie. Alors, donc le rapport de la Cour, il est très très équilibré. Il est très très équilibré, très critiquable, en tout cas, quoi qu'il arrive. Du coup, on comprend qu'en toile de fond, ce qui est présent, c'est la décarbonation de l'agriculture. C'est finalement un peu ce qu'expliquent tous les grands acteurs, les grands décisionnaires en France, en tout cas, quoi qu'il arrive. Du coup, selon vous, vous êtes agroéconomiste. Comment est-ce qu'on peut accélérer la décarbonation de l'agriculture? Alors, effectivement, la décarbonation de l'agriculture, c'est un enjeu majeur. Mais
décarboner l'agriculture, c'est une chose, mais il y a aussi, on attend de l'agriculture, et c'est ça qu'il faut que l'on intègre, on attend de l'agriculture une contribution forte à la décarbonation globale de l'économie. Je m'explique. La seule façon de stocker le carbone, le CO2 qui est émis aujourd'hui, la seule façon économiquement viable, c'est les plantes, c'est la photosynthèse. C'est avec une plante, donc elle capte du CO2 et elle émet de l'oxygène. Quand on dit l'Amazonie, c'est le poumon vert de la France, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la seule façon que l'on ait de stocker du carbone aujourd'hui, c'est la photosynthèse des plantes et ensuite dans le sol. C'est le contraire de la respiration. Et donc on a besoin de ça, de cette contribution de l'agriculture pour que l'agriculture émette moins, mais aussi pour que les émissions des autres secteurs qui vont être amenés à se réduire soient stockées dans les sols. Et donc l'agriculture, pour décarboner, elle a deux leviers, deux jambes. Il faut d'une part qu'elle réduise ses émissions, comme tout l'ensemble de l'économie, et aussi qu'elle augmente le stockage du carbone dans le sol. Donc c'est deux voies complémentaires et différentes. Et quelles sont les émissions de l'agriculture? C'est un petit peu de l'oxyde de carbone, mais beaucoup moins que les autres secteurs de l'économie, parce que ça se fait à travers les moteurs, principalement, les tracteurs. C'est beaucoup ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui est un gaz qui a un effet réchauffant très fort, et qui est lié à la fertilisation, aux engrais. Donc il y a tout un travail sur la façon d'appliquer les engrais, vraisemblablement la réduction des engrais minéraux de synthèse. Et la troisième source, c'est le méthane, et d'où la question de l'élevage, dont la principale source de méthane chez nous en France, c'est la rumination des vaches et des moutons. Et donc, la première tentation est de dire il faut qu'on diminue le nombre de vaches et de moutons. Oui, mais en fait, les prairies sont très importantes pour stocker du carbone. Et donc, il faut pouvoir utiliser ces prairies. Et pour l'utiliser, il n'y a que les ruminants. Donc, c'est un équilibre subtil à trouver qui est très loin des anathèmes générales. Et d'autant plus qu'on peut aussi conduire des troupeaux de telle manière qu'ils émettent moins de méthane. Donc, il faut à la fois travailler sur la réduction des émissions de méthane et de méthane et de protoxyde d'azote, donc la fertilisation et la conduite des troupeaux pour produire la même quantité en émettant moins, et il faut augmenter le stockage des cultures et des prairies dans le sol et de la forêt. Mais Monsieur Serroni, à l'heure où on parle du problème de rendement, du rendement chez les agriculteurs, est-ce que finalement, ce que vous nous dites, revoir la fertilisation des sols, ça équivaudrait pas à baisser les rendements et par la force des choses, est-ce que finalement ça vient pas des agriculteurs, le fait qu'on ne veuille pas, en tout cas, revoir à la baisse la consommation de fertilisants? Alors, c'est toute cette évolution de l'agriculture qui est importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne peut pas se faire, comme vous le soulignez, d'un coup de baguette magique. Parce que ça demande beaucoup de changements dans les pratiques. Et un agriculteur, quand il modifie ses pratiques, il joue son casse-croûte. Il joue son revenu à la fin du mois. Moi, j'ai longtemps dirigé une entreprise de conseil aux agriculteurs et de comptabilité. Quand on changeait le logiciel comptable, il fallait 2 ans pour changer le logiciel comptable et préparer les esprits. Alors que le comptable, il ne risquait rien, lui. Il restait toujours la comptabilité, simplement le logiciel changeait. Là, un agriculteur, il faut qu'il change ses pratiques et on a devant nous énormément de perspectives de la science. Et il faut qu'on accepte le progrès scientifique, ce qui est un problème dans la société. Il faut qu'on accepte le progrès scientifique qui va permettre de produire par de nouvelles variétés d'un côté et d'autre part en utilisant des processus biologiques, de produire en utilisant moins de chimie, mais ça prend du temps et comme ça prend du temps, il faut une détermination, il faut une voie claire auquel un guide, une feuille de route, des objectifs très clairs, ce qui fait un petit peu défaut aujourd'hui au niveau de la politique publique, et en même temps un accompagnement, et en même temps, de la part de nous consommateurs, une bienveillance pour comprendre que ça prend du temps, et en gros, ça va prendre 15 à 20 ans, quoi. Mais c'est pas parce que ça prend 15 à 20 ans qu'il faut attendre, au contraire, il faut démarrer maintenant en y allant doucement pour que les agriculteurs maintiennent, voire augmentent leurs revenus
en ayant une empreinte environnementale plus faible. Alors on y reviendra, ce sera ma dernière question sur le modèle économique, en gros, globalement, de l'agriculture qui pourrait être revu, on en reparlera en fin d'intervention. Juste, donc ce que je comprends, Monsieur Seroni, c'est que l'agriculture, le monde agricole, c'est un peu le dindon de la farce, finalement, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on l'accuse de tous les maux, on dit que c'est à cause de ce secteur d'activité que la transition écologique, énergétique a du mal à se faire, ne se réalise pas, mais d'un autre côté, vous venez nous expliquer que c'est aussi grâce au monde agricole qu'on arrivera à décarboner encore plus et plus vite. Preuve en est, c'est le dernier rapport du National Geographic paru le mois dernier qui explique que c'est à cause de l'agriculture intensive que la population d'oiseaux diminue. Est-ce que c'est vrai est-ce que cette étude, est-ce que ces conclusions sont vraies selon vous? Alors, le résumé, la synthèse que vous venez de faire, je signe à 100% sur l'évolution. Sur la question des oiseaux, qui est une question importante. Quand on regarde encore une fois le rapport, bon, il est en anglais, mais on peut le faire traduire tout seul par Google à peu près, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, mais je vous invite à le lire, et en plus il est très court, il y a une petite dizaine de pages. Il montre effectivement sur 40 ans, donc c'est une période longue, au niveau de toute l'Europe, sur 20 000 points d'observation, je crois, donc c'est quelque chose d'extrêmement exhaustif, la population des oiseaux a baissé de 25%, je crois, 25%, voilà. Et qu'elle a baissé de manière un peu plus forte dans les espaces agricoles. Donc ça, c'est un fait indiscutable. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on regarde cette étude, l'essentiel de cette baisse s'est passé il y a 20 ans. Et ça montre que depuis, en gros, 2010 à peu près, au niveau agricole, il n'y a pratiquement plus de baisse. Et depuis 2000, au niveau de l'ensemble des autres espaces. Donc ça veut dire effectivement, les pratiques ont fait diminuer le nombre d'oiseaux, mais depuis 20 ans, 15 ou 20 ans, la situation s'est stabilisée. Ce qui n'accuse pas les agriculteurs, les pratiques agricoles d'aujourd'hui, au contraire, montre que les pratiques ont évolué et que la population d'oiseaux ne baisse plus. Et pourquoi la population d'oiseaux baisse liée à l'agriculture, entre autres a baissé liée à l'agriculture? C'est deux choses. C'est la nourriture des oiseaux, notamment des oiseaux insectivores, de par les insecticides et de par la baisse des insectes ou la baisse des rongeurs pour les rapaces. Et puis d'autre part, ce sont les habitats pour les oiseaux. Donc en gros, c'est les haies, les bordures, les arbres. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, les pratiques bougent énormément. Il y a de plus en plus de molécules parmi les plus dangereuses qui sont interdites. On replante des haies dans certains endroits, on met des arbres et de l'agroforesterie. Et donc aujourd'hui, l'étude montre qu'il n'y a plus de baisse. Et même, l'étude montre que parmi les espèces d'oiseaux des champs, dans l'espace agricole, il y a 60% des espèces dont la population a baissé, mais il y a 40% des espèces dont la population a augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a notre cohabitation avec les animaux, effectivement, il y en a qui s'adaptent, ou on s'adapte, enfin on se co-adapte mieux avec certaines espèces qu'avec d'autres. Et donc, globalement, moi, je trouve que ce rapport, il montre effectivement une situation qui a été compliquée, mais il montre aussi, et surtout aujourd'hui, que les pratiques sont beaucoup moins agressives. Les pratiques et sont donc, ça, quand même, tourner vers l'avenir, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir, et effectivement, quand on lit le rapport, on découvre aussi que les espèces qui ont été étudiées, qui disparaissent, sont celles qui ont l'espérance de vie la plus courte, et donc, par la force de choses, la probabilité de se reproduire la plus faible. On va finir votre intervention avec cette question. Alors, on comprend que, comme vous nous l'expliquiez en introduction, que le modèle économique agricole est fragile, largement subventionné. En conséquence, selon vous, comment est-ce que, au lieu de stigmatiser les agriculteurs, comme on vient de le comprendre, est-ce qu'on ne devrait pas revoir ce modèle ultra subventionné par la force des choses? Alors, revoir le modèle ultra subventionné, même si je reprends vos termes, je ne partage pas le terme ultra subventionné. Enfin bon, subventionné, c'est clair, hein, il y a 12 ou 13 milliards d'euros qui vont dans l'agriculture. Mais pour reprendre une expression célèbre, c'est pas forcément un pognon de dingue quand on regarde ce qui va dans d'autres secteurs de l'économie, notamment depuis qu'il y a eu sous François Hollande les aides à la compétitivité. Pour autant, la façon de diminuer ces aides, c'est tout simple, c'est d'augmenter les prix. Hein.
Oui, mais ça, alors, c'est le problème effectivement, là, on est tout à fait dans le modèle économique, mais augmenter les prix, c'est finalement aller négocier avec les distributeurs. Ce sont les grands distributeurs, par la force des choses. Mais même si on augmente les prix, il y a aujourd'hui, je crois, 9 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc, si on augmente les prix, la marge d'augmentation des prix, sans compter que les prix alimentaires en France sont un petit peu plus élevés que dans les autres pays d'Europe, si on augmente les prix comme ça, d'une part, il y a des gens qui vont avoir du mal à avoir une alimentation de qualité, d'où l'idée d'un chèque alimentaire, un petit peu un système à l'américaine, hein, qui avait été avancé et qui s'est un peu noyé dans le marais de l'action publique, parce qu'apparemment c'est compliqué. Si on augmente nos prix intérieurs sans se protéger aux frontières, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des ruées, une inondation d'importations. Donc, la situation de baisser le niveau des aides, il faut le stabiliser, on ne peut pas l'augmenter, mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui de les supprimer comme ça d'un coup, même en 3-4 ans. Hein. L'idée, ce ne serait pas de les supprimer, ce serait plutôt de les orienter. Et on parle de transition écologique, Peut-être qu'il faut l'accélérer via ces subventions en incitant, au lieu d'envoyer des chèques aux agriculteurs, on peut leur dire, ou de subventionner, on en parlait hier lors de la préparation de votre interview, vous me disiez, le gouvernement va mettre en place un espèce de chèque gasoil pour les agriculteurs qui leur permettra de voir leur facture énergétique baisser. Ceci étant, vous me disiez que au lieu de mettre en place ce genre d'aide incitative, il faudrait plutôt débloquer des subventions pour qu'ils achètent un tracteur plus écologique, qu'ils accélèrent leur digitalisation. Peut-être que ce modèle subventionné, ultra est peut-être pas un bon terme, mais en tout cas que ce modèle subventionné, qu'on réoriente ces allocations vers des pans particuliers du secteur. Oui, c'est exactement ça. Sauf que l'histoire des aides au gasoil, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que depuis longtemps, il y a une détaxation du gasoil agricole. Donc les agriculteurs se font rembourser une partie des taxes. Et le gouvernement vient de dire qu'il va arrêter ça. Donc c'est dans l'autre sens. Ils ne le mettent pas en place, ils l'arrêtent. Et ça représente 1,5 milliard d'euros d'aide par rapport à un revenu global de la ferme France qui est de l'ordre de 15 milliards, entre 15 et 20 milliards, le résultat global, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros. Donc c'est quand même énorme, c'est 10%. Et donc moi je crois que c'est complètement ce que vous dites. C'est-à-dire que moi je pense, j'ai beaucoup écrit là-dessus, qu'il faut arrêter de soutenir financièrement le revenu des agriculteurs, et il faut progressivement passer par l'utilisation de la même quantité de fonds publics, voire un peu plus, parce qu'on sait que la transition ça coûte cher, pour accompagner la transition et les modifications de modèles. Ça, c'est la voie. Par contre, pourquoi c'est compliqué? Parce que d'une part, c'est difficile de changer, mais d'autre part, il faut se mettre d'accord sur la direction vers laquelle on va. Et aujourd'hui... C'est qu'en fait, il n'y a pas de continuité dans les politiques publiques agricoles, il n'y a pas de continuité. La cible n'est pas claire et le gouvernement ne dit pas clairement où il veut conduire l'agriculture. Donc l'Europe le dit à travers le Green Deal, le pacte vert à l'horizon 2050, c'est très critiqué, c'est considéré comme décroissance, ce qui à mon avis n'est pas le cas, parce que utiliser moins de chimie, ça peut effectivement dans un premier temps faire un peu baisser la production. Mais notre consommation va baisser en Europe, donc on ne sera pas déséquilibré vraisemblablement, mais en même temps une agriculture plus écologique, et je ne suis pas en train de dire l'agro-bio généralisé, une agriculture utilisant mieux les processus naturels et les processus biologiques, à terme, garde grosso modo la même compétitivité économique, ça c'est clair, mais la même compétitivité technique, la même efficacité technique. Simplement, c'est plus compliqué, parce qu'au lieu d'avoir, par exemple, une maladie, un problème, je mets une opération technique où je mets un produit, là, je gère globalement des équilibres écologiques. Et c'est beaucoup plus compliqué, et ça demande moins d'intrants, moins d'apports de produits, mais beaucoup plus d'apports de connaissances. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est là qu'il faut de l'accompagnement. Et donc il faut de l'accompagnement dans la formation, voilà. Également. Effectivement, donc voilà, il y a beaucoup de modèles. Le modèle est à revoir, mais on sait déjà quels sont les pans de ce modèle qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Et il faut s'appuyer sur les forces existantes de notre agriculture, qui est très compétente et très performante. Il faut aussi s'appuyer sur l'existant. Il ne s'agit pas de balayer en disant on fait mal, maintenant il faut faire bien. Non.
Non, on fait pas mal, il faut faire encore mieux. Est-ce que vous m'expliquez une dernière chose, Monsieur Serroni? Pareil, encore une fois, en préparant votre intervention, vous m'avez dit quelque chose de passionnant hier. Vous m'avez dit que quand on parlait du temps, l'unité de temps, tout prend du temps, cette transformation de modèle va prendre du temps, mais elle est rapportée, il faut quand même la rapporter aux difficultés que rencontrent les agriculteurs, puisque en réalité, combien de récoltes va faire un agriculteur dans sa vie? Voilà, on travaille aujourd'hui 42, 3, 4 années à peu près. Hein. On démarre à 20 ans, on termine à 65. Mettons, ça fait 45. Donc, il essaye 45 fois. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup. Et à chaque fois, il joue casse-croûte. Et à chaque fois, il joue sa famille, en gros. Il faut nourrir sa famille derrière. Alors, il ne tente pas 45 fois parce qu'il peut tenter pas sur toute l'entreprise. Hein. Mais on ne fait que 45 récoltes dans l'année. Hein. Et il ne fait naître que 45 fois des veaux ou 45 fois des agneaux. Hein. Donc, il faut que nous, citadins, parce que je suis citadin je travaille depuis 40 ans dans le monde agricole, mais je suis citadin d'origine, il faut qu'on intègre ça. Et tout le charme qu'on a, tout le plaisir qu'on a dans la campagne, dans les paysages, il faut qu'on ne perde jamais de vue que c'est tout sauf naturel. C'est le travail des paysans. C'est le travail des paysans, un beau travail et un merveilleux travail. Merci beaucoup, Monsieur Serroni, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ingénieur et expert comptable, consultant agroéconomiste chez SAS Champs d'Avenir et que vous êtes donc également écrivain puisque votre dernier livre, 2041, l'Odyssée paysanne aux éditions France Agricole, est un bouquin qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Merci beaucoup, Monsieur Serroni, d'avoir été avec nous ce matin. Eh bien, de notre côté, on va clore cette édition du 23 juin 2023. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de votre bimensuel dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Très bonne journée sur Téléfinance.